Je voulais, de la part de toute l'équipe Boost, vous remercier chaleureusement toutes et tous. Comme je le disais déjà à certains d'entre vous, dans une autre réunion, Zoom, et je tiens à le réitérer ce soir, on est à la fois très touchés, toute l'équipe est très enthousiasmée par cette forte mobilisation, et j'ai pleinement conscience, que ça demande un fort investissement d'énergie, de temps, et finalement de savoir qu'on peut compter sur nos pairs, sur leur solidarité, sur leur engagement, c'est une véritable force. Et je voulais vous présenter un peu, notre petite équipe. Alors, dans notre équipe, Boost, la locomotive, le wagon de tête, c'est Florence. Vous avez peut-être eu, Amélie qui nous vient du Brésil, vous l'avez peut-être eu au téléphone pour votre entretien de recrutement. Vous avez peut-être eu aussi, Delphine qui nous vient du Koweït, Amandine, qui est à côté de chez moi à Montpellier, Isabelle, que vous avez sûrement vue dans la vidéo de recrutement aussi, Bonsoir à tous. Catherine qui nous vient de Belgique et qui est maintenant dans le sud de la France, et Thierry qui est souvent lui en itinérance et qui va animer cette conférence aujourd'hui. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous, ravi de vous voir. Alors, Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à tous. bonjour. Bonjour. Alors du coup, tu veux y aller, Flo? Ouais, Non, vas-y. non, j'ai Non, mais vas-y. Non, mais je t'en prie. Je n'en fais rien. Donc du coup, le Zoom se passera en 4 temps. Tout d'abord, une intervention de Thierry Calva avec un temps de questions. On fera un point sur la communication externe parce que je pense que c'est très important d'en parler aujourd'hui. Un point sur la communication interne et un temps d'échange ensemble pendant une dizaine de minutes, un peu plus peut-être. Voilà. Donc peut-être, Flo, tu voulais faire un point sur la présentation de Thierry. Non, c'est pas ça? Si, on va faire un point à la rencontre des aidants. Thierry, c'est donc… Ouais, c'est donc à moi, c'est ça? C'est à moi que revient tu le… veux parler de toi? Tu veux parler de toi? Parce que tu vois pas Non, trop. je ne veux pas parler de moi, enlève ça, on s'en fout. Enfin, je veux dire très précisément. Moi juste d'abord, voilà, donc juste dans le truc, moi je m'associe effectivement aux remerciements qui sont faits. Juste l'idée d'aller à la rencontre des aidants. Je sais que parmi vous, d'abord, il y en a qui sont eux-mêmes aidants. Je crois, hein, j'ai cru comprendre. Et puis le deuxième, c'est que je pense que des aidants, vous en avez rencontré, voire même vous en avez déjà coaché. Donc j'imagine, je mesure le côté finalement un peu survendeur dans la rencontre des aidants. Je ne vais pas vous raconter un environnement, un univers que vous ne connaissez pas. Simplement, ça fait 20 ans aujourd'hui, enfin oui, ça fait 20 ans maintenant que moi je travaille sur la question des aidants. J'ai mené beaucoup d'études, d'abord sur le sujet. Ensuite, j'ai travaillé pas mal avec des aidants eux-mêmes dans le cadre de groupes de parole, de groupes de réflexion, et jusqu'à du coaching d'aidants, puisque j'ai été certifié, moi, il y a maintenant 1 an et demi, en tant que coach. Et donc, j'ai mis à profit pour travailler avec les aidants, notamment dans une dimension qui est plutôt une dimension collective, un certain nombre de choses qui étaient, et de supports qui étaient intéressants pour le coaching. Alors, peut-être juste, ce que je vous propose, c'est que je vais essayer d'abord de ne pas vous saouler. Donc, j'ai essayé en 10 minutes de dresser un tableau. Vraisemblablement, il y a des choses que vous savez, il y a des choses que vous ne savez pas. J'ai essayé d'être le plus concret possible. Et ensuite, on pourra échanger sur les questions et le type de questionnements qui peuvent arriver. Je crois que certains d'entre vous ont déjà eu des aidants au téléphone. Donc, peut-être ça va croiser un certain nombre de choses que je vais dire. En fait, aujourd'hui, si on dresse un tableau rapide des aidants, on a aujourd'hui, on estime entre 8 et 11 millions de personnes qui accompagnent un proche âgé et dépendant. Ça, c'est les chiffres classiques, sauf que la crise sanitaire à l'œuvre, elle a amené vraisemblablement un accroissement de ce nombre de personnes, puisque les 8 à 11 millions de gens qu'on comptabilise traditionnellement, c'est des gens qui accompagnent régulièrement leurs proches, mais le confinement aidant,
premier bouleversement du confinement, c'est qu'il y a vraisemblablement des gens qui n'étaient pas aidants et qui le sont devenus en se confinant avec vraisemblablement plutôt un parent. Tout ça, c'est un premier point, c'est-à-dire qu'il y a dans ce spectre-là des gens qui vont découvrir, on va y revenir, ce que c'est qu'être un aidant. La deuxième chose, c'est que c'est une population qui est une population extrêmement hétérogène. C'est-à-dire que si je vous disais, je vais vous donner les recettes miracles pour demain comprendre et coacher un aidant, je serais vraiment mensonger puisqu'on a des situations qui sont extrêmement singulières, puisqu'on aura bien compris que le terme d'aidant, et d'ailleurs le gouvernement maintenant parle de proche aidant, plutôt que d'aidant, qui est quand même une injonction, hein, le fait d'être aidant, proche, c'est une dimension géographique. Donc les aidants et proches aidants procèdent de situations qui sont des situations extrêmement singulières. C'est-à-dire qu'il y a assez peu de points communs entre une mère de famille qui accompagne un enfant handicapé, et vous pouvez en avoir au téléphone, un conjoint qui accompagne une femme atteinte de cancer du sein, par exemple, et un enfant qui va accompagner ses parents qui sont atteints de la maladie d'Alzheimer. Ces trois gestes qui sont des gestes d'aide, mais qui ne sont pas vécus en termes identitaires de la même façon. Dans un cas, la mère de famille sera plutôt une mère, avant d'être une aidante. Le conjoint sera d'abord un conjoint et l'enfant sera sans doute un enfant. Donc, c'est assez conceptuel le terme d'aidant. Il a bien fallu qualifier une famille, mais les gens ne se sentent pas forcément toujours en situation d'être aidant. Ça, c'est un point qui est un point commun, ce qui rend quand même assez difficile. Et comme je sais que la communication va être abordée après derrière, c'est assez difficile de pouvoir aussi mobiliser les gens de façon from scratch, donc de façon immédiate. Et c'est un travail qui est un travail long et un peu compliqué. D'ailleurs, dont on a tenu compte dans le calibrage de la plateforme, puisqu'il y a 11 millions d'aidants, on ne s'est pas dit on va avoir 11 millions d'appels. On s'est dit on va avoir un appel pour 10, 15 000 aidants, ce qui serait déjà tout à fait conséquent et considérable. Ça, c'est le deuxième point, c'est qu'il y en a de plus en plus. On est face à des personnes qui ne se ressentent pas forcément en situation d'aide. Et puis, il y a un troisième aspect, c'est que très souvent, c'est des gens qui n'ont pas forcément envie d'être aidés. C'est-à-dire que moi, dans toutes les études que j'ai menées, on pensait un peu naïvement que ce qui allait tendre une situation chez l'aidant, c'était la difficulté et la gravité de la pathologie de la personne qui l'accompagnait. En fait, pas du tout. C'est-à-dire que vous avez autant d'aidants en situation d'épuisement dans des gens qui accompagnent des patients atteints d'Alzheimer que des gens qui accompagnent des patients atteints d'insuffisance rénale. Dans un cas, vous allez passer plusieurs heures par jour. Dans l'autre cas, vous allez passer quelques heures par semaine. Donc, ce n'est pas la gravité, et je le dis dans les appels que vous pouvez avoir, la gravité de la pathologie qui est accompagnée n'est pas un facteur d'épuisement naturel. Il peut devenir, mais ce n'est pas un facteur d'épuisement naturel. En fait, quand on creuse un peu, c'est chez les aidants, ce qui crée l'épuisement et ce qui crée les difficultés, ça va vous sembler être un truisme, c'est le fait de ne pas savoir se faire aider, de ne pas accepter d'être aidé. Et le premier frein à l'aide, c'est la relation de débit et de crédit qu'on entretient avec la personne qu'on accompagne. Si on se sent en crédit par rapport à la personne qu'on accompagne, et quand je dis en crédit, c'est-à-dire on se sent finalement affranchi de cette personne, on pense qu'on lui amène plus qu'elle ne nous amène ou qu'elle ne nous a amené, vous allez avoir des gens dont la propension va être plus forte à se faire aider, mais aussi derrière à être des abandonnants. À l'inverse, et c'est ce qu'on observe souvent quand vous êtes dans une relation de débit, c'est-à-dire quand la personne qui accompagne se sent finalement redevable de l'autre, elle est en dette, eh ben, elle va l'aider jusqu'à épuisement, puisque sa façon à elle d'être aidant et d'éteindre sa dette, c'est précisément de ne pas se faire aider. On observe d'ailleurs ça même dans le monde de l'entreprise. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'engagement. En fait, étymologiquement, quand on parle d'engagement, l'engagement, c'est être engage, donc être en dette. Et ce qui produit immanquablement de l'engagement, c'est le sentiment de la dette. Donc, on est là-dessus sur un type de relation qui est celui-là. Ça, c'est globalement, voilà, j'essaye, je sais que j'ai promis à Florence que j'allais pas faire long, mais j'essaie juste de vous dresser un tableau et c'est majoritairement, voilà, après on peut faire une approche un peu genrée des choses, c'est majoritairement des femmes qui sont aidantes, puisqu'on estime qu'il y a à peu près 60% de femmes, 40% d'hommes, mais par contre, plus les proches accompagnés sont vieux et plus il y a un effet de masculinisation qui est à l'œuvre. Ça, c'est la situation globalement avant le Covid.
Le Covid arrive et il va mettre en lumière plusieurs éléments qui sont des éléments qui sont quand même des éléments de bon sens, mais qui méritent, sur lesquels je pense qu'il est intéressant de s'arrêter parce qu'ils vont produire aussi des demandes qui sont des demandes un peu différentes. Ce qu'il faut comprendre, c'est on peut classer 3 grandes catégories aujourd'hui d'aidants. Vous avez les aidants qui étaient des aidants pour qui finalement ça ne va pas changer grand-chose. Je pense par exemple, j'étais cet après-midi avec des 2 mères de famille d'enfants polyhandicapés. Finalement, ça n'a pas changé grand-chose pour elles. En revanche, ce qui a changé, c'est qu'elles n'ont plus d'aide à domicile. C'est-à-dire que le confinement a finalement amené à une espèce d'amplification du rôle d'aidant. Donc avec derrière davantage de stress, puisque s'il n'y a plus d'aide à domicile, notamment de professionnels, il faut qu'elle le remplace. Ça veut dire que le risque à elle, c'est de se dire, est-ce que je fais bien? Donc, c'est-à-dire derrière, ça génère aussi du stress. Puis après, il y a bien sûr l'inquiétude qui est liée au virus. Est-ce que mes enfants peuvent être contaminés puisque c'est des cibles fragiles? Mais il y a, premier cas, c'est des aidants pour qui finalement le confinement vient renforcer une situation qui était possiblement une situation de malaise initiale, mais qui derrière se retrouve renforcée. Vous avez un deuxième cas de figure. Et donc, c'est chez ces personnes-là que vous allez avoir vraisemblablement des demandes qui ont trait à l'épuisement, qui ont trait au questionnement de leur rôle d'aidant en disant finalement ce que j'ai fait jusqu'à présent, je m'aperçois quand même que c'était dur et comme là j'en ai une version, il faut juste comprendre c'est que le Covid c'est une espèce de précipité, hein, tout est amplifié, ben, ils se retrouvent dans une situation où en tant qu'aidant, ça peut questionner leur rôle d'aidant. Il y a une deuxième catégorie de gens, ceux que j'évoquais et qui font grossir finalement l'eau, c'est les aidants qui étaient des aidants, on va dire, de tourisme, par opposition des aidants de course. Il y aurait des espèces d'aidants de tourisme, c'est-à-dire des gens qui accompagnaient, mais plus ou moins intensément, plus ou moins mollement, d'autres qu'ils accompagnaient, mais on va dire de façon assez light. Ces gens-là, en choisissant le confinement, et il y en a un nombre assez conséquent, c'est pas encore, on n'a pas encore de chiffres, mais enfin on sait qu'il y en a quand même un nombre conséquent, eux ils vont découvrir les choses. J'en parlais avec des gens de France Alzheimer qui disent ils reçoivent aujourd'hui des coups de fil de gens qui sont devenus aidants de façon intense pour des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, mais qui n'ont aucune idée de la façon de communiquer avec eux. Alors, on ne va pas rentrer dans ce détail-là, parce qu'en tant que coach, vous n'avez pas de conseils à donner, mais c'est juste pour comprendre que là, vous avez des gens qui sont possiblement, qui vont se questionner, qui vont derrière découvrir un rôle qui n'est pas forcément très simple, qui vont pas être très sûrs d'eux. C'est-à-dire que là, ça génère quand même beaucoup d'incertitudes, cette situation-là. Puis ensuite, il y a une troisième situation, qui est la situation d'aide à distance. Soit parce que le patient, la personne qu'elles accompagnent est hospitalisée aujourd'hui. Aujourd'hui, on a 5000 personnes en réanimation, 50 000 cas, donc on n'est pas non plus, c'est une pandémie, mais c'est pas non plus un nombre à ce jour important. Mais c'est surtout des gens qui étaient aidants de façon intense et régulière, mais qui accompagnaient des gens, par exemple, en EHPAD. Donc, il y a dans les 8 à 11 millions, vous avez un nombre assez conséquent de 1 million de personnes qui accompagnent des gens en EHPAD, mais c'est pas un accompagnement où ils vont les voir le dimanche, ils y vont tous les jours, ils s'occupent d'eux, ils passent des heures et des heures avec eux. Donc, eux, ça va créer chez eux un manque et surtout, le fait de ne pas avoir la possibilité de jouer ce rôle d'aidant et le fait derrière de se retrouver dans des situations qui sont des situations finalement à distance où on n'a plus la main, hein, sur les dents, ça crée immanquablement une situation qui est possiblement des situations de culpabilité. Voilà, assez rapidement hein, dresser. Je n'entends plus, c'est normal? Je n'entends plus non plus. Non, t'as pas de micro, Thierry. Je n'entends plus non plus. Je n'entends plus non plus. Mais le son est coupé chez Thierry. Non, moi non plus, effectivement. Thierry, tu as coupé ton micro, je crois. Je pense qu'il se déconnecte, il se reconnecte, si je ne dis pas de bêtises. Que là, c'est mieux. C'est mieux? Allô? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Là, Ouais. c'est bon, là. Je pense que ça devait venir de mon... Alors, je ne sais pas où j'en étais quand la chose s'est arrêtée. Oui, Le sentiment de manque et de culpabilité. Voilà. Donc, il y a un sentiment de manque et de culpabilité qui va en plus vraisemblablement se tendre, puisque vous regardez la télé, j'imagine, ou les infos
comme tout le monde. Vous voyez qu'inexorablement, le nombre de gens amenés à décéder est important. On estime globalement, quand on regarde les courbes, que dans quelques jours, on va atteindre le chiffre, peut-être même qu'on l'aura atteint ce soir, puisqu'ils vont intégrer les personnes qui meurent en EHPAD ce soir. On va vraisemblablement atteindre dans les jours qui viennent le nombre de 800 à 1000 morts par jour, ce qui est saisissant. Hein. C'est-à-dire que quand vous passez de 200, 300 personnes, 500, mais 1000 morts par jour, ça va créer vraisemblablement un sentiment à la fois de panique possible, mais surtout, ça veut dire que derrière, s'il y a des décès, c'est qu'il va se jouer des deuils qui seront des deuils à distance. C'est aussi possible, et avec derrière une culpabilité qui est une culpabilité possiblement renforcée. Voilà, donc c'était juste, hein, j'ai essayé de dresser un tableau assez rapide, j'espère pas apocalyptique, en n'oubliant jamais que la situation d'aide, c'est une situation qui est finalement une situation de gestionnaire d'une espèce de petite unité de soins. Donc l'aidant est d'abord un gestionnaire de petite unité de soins et qu'à ce titre, eh ben, il s'interroge, c'est pas moi, non là vous m'entendez, eh ben, il va s'interroger souvent sur ce qu'il produit, c'est-à-dire qu'en tant qu'aidant, il produit des choses, il y a une production sociale, il y a une production affective, mais le pendant de ça, c'est que souvent, chez les aidants, ce qu'on observe, c'est une espèce de syndrome jupitérien, c'est-à-dire que derrière, ils ont un exercice finalement de toute puissance qui ne militent pas d'ailleurs pour qu'ils se fassent aider, et donc ils sont dans un sentiment de maîtrise. Et se retrouver dans une situation aujourd'hui qui est celle du Covid, où on est dans un environnement le plus clos possible, avec le moins d'interactions possible, et finalement le moindre de maîtrise possible, est vraisemblablement là aussi une mise à l'épreuve du sentiment de toute puissance que certains, pas tous, peuvent éprouver. Et je ferai cette conclusion-là, et ensuite on ouvre, hein, mais ça n'est que mon sentiment personnel. Je pense que durant le temps là, qui est celui du confinement, une des fonctions du coach va être finalement d'aider le proche, non pas à pouvoir trouver des ressources extérieures, enfin il peut y en avoir, mais qui sont relativement faibles, mais être le plus OK par rapport à la situation qu'il vit. Voilà, parce qu'on est dans un jeu qui est dans une espèce de jeu à somme nulle, où dans un temps… hors Covid, on pourrait imaginer que via le coaching, on va pouvoir lui dire, enfin pas lui dire, mais lui faire prendre conscience qu'il peut avoir besoin d'aide, éventuellement travailler avec lui pour qu'il se questionne en disant de quel type d'aide j'ai besoin. Voilà, moi je le fais dans les groupes de travail, mais là aujourd'hui, on peut toujours le faire. Mais on peut toujours dire j'ai besoin d'aide, mais quand vous n'avez plus d'aide à domicile et plus de professionnels, vous vous retrouvez quand même dans une situation qui est une situation extrêmement bordée, close. Voilà, les perspectives sont relativement closes. Voilà, je vous remercie et maintenant la discussion est engagée. Merci. En général, ce n'est pas bon signe quand il n'y a pas de questions. Moi, je peux partager le cas que j'ai eu hier. Donc, effectivement, elle fait partie de la catégorie des personnes habituées puisqu'elle a deux enfants handicapés, dont un lourdement handicapé avec des troubles obsessionnels de violence. Et en fait, elle appelait parce que c'est exactement ça, le sentiment d'épuisement, parce qu'elle n'avait plus du tout de temps pour elle. Ouais. Et elle était sans arrêt obligée, entre guillemets, d'être avec ses enfants, puisqu'elle vivait seule en plus, sans aide possible, pour le coup. Mais elle m'a dit, à la limite, je suis devenue professionnelle, enfin, j'ai l'habitude, là, c'est juste que je ne peux même plus avoir de temps pour moi. Et le simple fait d'appeler, pour elle, c'était se réapproprier le temps pour soi. Ce que je trouve intéressant, c'est la relation de débit, d'être en dette et redevable. Oui. Effectivement, ce sentiment de la dette, elle ne me l'a pas dit comme ça, mais effectivement, c'était très, très juste. En fait, je pense que j'aurais eu ça en tête, j'aurais certainement eu un écho un peu particulier, différent à ce qu'elle m'a dit. Donc, là où je suis moi étonnée, c'est que, n'étant pas une professionnelle, moi j'accompagne des personnes en entreprise qui font des burn-out, donc sentiment de la dette, l'épuisement, etc. Oui. Je suis très surprise du nombre de 11 millions. Et de façon très spontanée, j'ose le dire, soit j'ai vraiment un gros problème de téléphone, c'est-à-dire que je trouve qu'on n'a pas beaucoup d'appels en fait. Oui.
Oui, il faut le dire. Alors, il y a plusieurs raisons. Après, je laisserai parler aussi Florence. Il y a plusieurs raisons. Mais est-ce que La le première, sentiment de ne pas demander de l'aide, c'est vraiment en fait inhérent presque au statut d'aidant? Enfin, dans votre expérience, c'est quelque chose qui alors, vous fait… je vais vous dire, moi j'ai mené il y a 1 an et demi, j'ai mené 2 études sur 2 pathologies qui n'ont rien à voir, l'une dans le cancer et l'autre dans l'insuffisance cardiaque. Et c'était des études sur des aidants et dans lesquelles on avait une question qui était de quoi auriez-vous besoin dans la situation qui est la vôtre? En spontané, vous avez 40% des gens, c'est énorme, hein, 40% des gens qui vous disent je n'ai besoin de rien. Vous voyez, c'est… Alors après, quand derrière, vous allez un peu plus loin, évidemment, il vous donne des besoins. Mais c'est vrai que spontanément, ça n'apparaît pas comme un besoin important. Ça, c'est le premier point, c'est qu'il y a un frein naturel à l'aide. Le deuxième frein, qui est que le truc a été lancé vite et qu'il faut que le temps, que progressivement, ça puisse diffuser. Moi, j'ai eu des gens de France Alzheimer qui vont nous envoyer, il y a d'autres associations qui vont nous envoyer des gens. Donc, finalement, l'info circule. Mais c'est vrai qu'entre le moment où elle arrive et le moment où elle circule, enfin, le moment où elle circule et le moment où l'appel arrive, il y a un peu un delta qui est un delta, me semble-t-il, naturel. Lié à la com, quoi. Voilà. Mais on va de toute façon essayer aussi de continuer, j'en parlais avec Florence tout à l'heure, on va aussi essayer de continuer à communiquer. Je pense qu'il suffirait on aurait un média qui reprend, mais un média de masse qui reprend de type télé, par exemple. On est en train d'essayer d'avoir ce genre de choses. Après, c'est toujours compliqué. Je pense qu'il va y avoir un vrai effet d'accélération. Si vous le voyez à la télé, vous allez appeler. Je ne suis pas très inquiet sur le fait que progressivement, le flow va arriver. Hein. Mais merci. voilà. Merci. Est-ce qu'on pourrait arrêter le partage d'écran et voir les personnes qui parlent en grand écran, s'il vous plaît? Moi, je vous vois en grand écran. Hein. Vous êtes plein écran. C'est vrai, moi non. Comment on fait moi, alors? je vois l'écran aussi. Moi, je vois l'écran. Enfin, je vois le… Je viens de mettre la manip dans le chat. Vous avez la manip. Voilà. Dans le vous chat. avez la manip dans le chat. Merci beaucoup. Du coup, moi, j'en profite, Thierry, pour une remarque ou une interrogation. Je me pose la question, dans ces 8 à 11 millions d'aidants, est-ce que c'est des personnes qui sont enregistrées comme étant aidantes ou alors c'est des personnes c'est le nombre d'aidants estimé? Parce que j'ai quand même l'impression que la notion d'aidante, elle n'est pas forcément très démocratisée et qu'en fait, finalement, il y a peut-être beaucoup de personnes qui ne s'identifient pas comme aidants. Alors, ça, c'est une remarque juste, personne ne s'enregistre en tant qu'aidant, puisqu'il n'y a pas de statut de l'aidant en France. Après, on peut considérer que c'est bien, c'est pas bien, ça, c'est un autre débat. Donc, c'est des estimations. C'est-à-dire que, et c'est pour ça qu'on dit entre 8 et 11 millions, moi, je pense qu'il y en a plutôt 8 que 11. Tout simplement parce qu'il y en a qui sont doublement comptabilisés, c'est-à-dire que, par exemple, vous êtes parent d'un enfant handicapé, vous allez être comptabilisé en tant que père et mère. Mais à l'arrivée, il y a quand même, on sait que le poids porte sur plutôt l'un que sur l'autre. Donc, on est entre 8-9 millions. Et après, il y a une politique du gouvernement autour des aidants. Donc là, c'est relayé sur la plateforme handicap, où on parle beaucoup d'aidants, etc. Et par ailleurs, normalement, il y a des annonces demain qui vont être faites par Olivier Véran, qui lance son kit, où ils ont pris un peu de retard, qui va lancer son kit auprès des communes, dans lequel le service est référencé, pour dire dans les 36 000 communes de France qu'il y a la possibilité, quand on est aidant et proche aidant, de pouvoir appeler la plateforme. Et d'ailleurs, on a parlé de proche aidant, ce qui est un peu plus large que aidant. Là, entre nous, on parle d'aidants, mais dans la communication qui en est faite, on parle des proches aidants. Mais Macron a déjà fait des annonces pour adoucir le confinement des autistes. Oui. Oui. Il leur a permis de retourner justement sur leur lieu d'apprentissage ou de travail. Ce qui va libérer les familles. Hein. Tout à fait. Alors, si je peux me permettre juste de témoigner, je suis maman moi-même d'une enfant handicapée et donc aidante également, une enfant de 23 ans maintenant, donc elle est grande. Et effectivement, il y a beaucoup d'handicapés qui sont retournés dans leur famille, en fait, même au niveau du handicap mental. Et donc, ça crée ce que Thierry expliquait, hein, en fait,
une autre tension aussi dans la famille, une autre place aussi, un autre système dans la famille, et qui fait qu'il n'y a pas forcément non plus d'auxiliaires de vie, il n'y a plus d'auxiliaires de vie d'ailleurs, qui viennent pour suppléer aussi la famille. Donc la famille se retrouve avec des jeunes adultes ou des adultes chez eux en grand handicap. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de détresse à ce niveau-là. Voilà, je voulais juste… Ah oui, non, mais… Voilà, donc en fait, dans les aidants, il y a effectivement les parents, que ce soit la mère ou le père. Dans ces types de familles, c'est beaucoup la maman, hein, en fait. Voilà, mais il y a également les fratries. Il y a aussi les frères-sœurs qui peuvent, le cas échéant, remplacer les parents, puisque les parents… les handicapés vieillissants, les parents ne sont plus toujours présents. Et donc, du coup, il y a aussi la fratrie qui peut graviter autour du handicap. Alors, voilà, ça c'est pour juste ma connaissance du handicap. Voilà. Et là où vous avez raison, c'est que ça peut être aussi des jeunes qui appellent. Oui, absolument. Oui. Moi, je vois, j'ai un fils aussi de 25 ans. Et donc, voilà, il y a cette question des fratries, effectivement, que ça peut préoccuper, voire même un peu plus jeune, hein, bien sûr. Et alors Est-ce que justement, dans notre communication, on ne devrait pas inclure ces jeunes? On parle d'aidants, et souvent, oui, dans l'aidant, on considère le parent ou le plus âgé de la famille qui prend en charge le handicap, alors que tous les autres de la fratrie autour sont concernés. Est-ce que justement, on ne pourrait pas inclure ces personnes-là dans notre communication? Alors, elles sont incluses. Alors, on peut les inclure plus visiblement, mais vous avez une association qui s'appelle Jeunes Aidants en France, qui elle, a retransmis. J'étais avec eux cet après-midi et ils ont retransmis et fait redescendre dans les antennes et leurs adhérents l'info, en insistant sur le fait que, évidemment, c'était ouvert aux jeunes aidants. Mais on peut aussi… oui, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que moi, je connais une famille, il y a 4 enfants et un autre. Ces jeunes-là, ils ne se considèrent pas comme aidants, ils se considèrent comme un enfant faisant partie de la famille, même si justement, ils le sont un petit peu. Oui, mais on peut aller sur des réseaux sociaux plus jeunes, c'est possible, mais on peut essayer, hein, on peut essayer. Florence, qu'est-ce que tu en penses? Allô? Florence? Elle n'a pas son micro, je crois. Ah bon. Elle n'a pas son micro. Donc, elle a commencé à communiquer sur Facebook. Ah ben, t'es là, oui. Voilà, je disais, on vous a préparé ce qu'il faut pour pouvoir communiquer sur des réseaux sociaux adaptés au large public qu'on touche, puisque effectivement, il y a des aidants qui sont même des enfants. Hein, bon, après, on ne va pas les coacher des enfants, mais il y a des aidants qui sont des jeunes adolescents, tout juste sortis de leurs 18 ans, etc. Donc oui, on va travailler sur ces terrains-là aussi. On va en parler tout à l'heure. Je peux poser une question? Excusez-moi. Est-ce que ces aidants, ils savent à quoi s'attendre en nous appelant? Je pense que oui. Enfin, dans la communication qui est faite, on est parti sur des questions que les gens se posent. Voilà. Après, là où vous avez raison, c'est que je pense qu'il y a des gens qui vont appeler en vous demandant des conseils, par exemple. C'est un point qui va être abordé notamment. Alors, il y a une dimension qui est une dimension parfois juridique. Moi, j'ai eu une aidante qui m'a appelé et qui me dit voilà, je suis très embêtée. J'ai une aide à domicile qui refuse de venir, qui fait jouer son droit de réserve. Moi, je travaille, elle était soignante, et je ne sais pas comment faire. Comment est-ce que je peux la contraindre à venir travailler? Je crois que ça va être difficile de la contraindre à venir travailler. Je dis, le problème, c'est que vous allez vers une rupture de contrat de travail, et elle n'avait pas de contrat de travail. Donc, ce qui ensuite, derrière, ramène aussi au fait qu'elle procrastine, etc. Donc, ça a débouché sur autre chose. Mais sur l'aspect concret du juridique, on a aujourd'hui une association, donc Dominique, qui doit être là, je pense, mais ça sera abordé dans un dernier temps, aujourd'hui est à même
de répondre à certaines questions juridiques, enfin à toutes les questions juridiques. Je dis le certaines, ce n'est pas sur le spectre d'intervention, c'est sur le volume. On n'a pas une volumétrie, puis ça n'a pas été calibré comme ça. Ça, c'est un premier type de demandes qui peuvent émaner. Puis après, vous avez d'autres types de demandes qui sont quel est le nom de Dominique Dominique Thierry. On va en parler aussi à la fin. On va en parler tout à l'heure. On va en parler. Non, mais j'ai vu qu'il y avait une question, donc c'est Dominique Thierry. Donc, je reviens sur les ressources qui sont mises à disposition, qu'on enrichit le plus possible pour vous. Donc, il y a des numéros de téléphone vers qui on peut renvoyer des cas un peu compliqués, difficiles. Je crois qu'il y en a un qui est du suivi psychologique. Je pense aussi à la question du deuil. Il y a une plateforme avec qui on est en contact, qui est en train de se monter, qui va pouvoir faire de l'accueil psychologique pour des personnes en situation de deuil. Pour France Alzheimer, j'attends, parce qu'ils ont un peu de retard à l'allumage, j'attends de leur part la carte de toutes les aides dont ils disposent région par région que vous pourrez avoir. Donc, suivant l'appel, vous pouvez les renvoyer vers l'antenne. Voilà, donc on essaye d'avoir comme ça une espèce de panier de ressources pour que vous ne soyez pas pris en défaut et que si jamais demain il y a une demande très précise, vous puissiez non pas prendre la demande pour vous en faisant transiter, en disant on va vous trouver une solution, mais pouvoir renvoyer les gens le plus précisément possible. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Pas tout à fait. Vous m'avez répondu, mais en fait, ma question, je vais m'exprimer différemment, c'était pour que les aidants lèvent ce frein pour nous appeler, il faudrait qu'il y ait une image claire de ce qu'ils peuvent attendre de nous. Et c'est là-dessus, ça sera la communication, que je me pose des questions. Après, je ne sais pas quoi vous répondre, en fait. Parce qu'en fait, ça traite la communication. C'est comment on présente ce qu'on fait. Comment ils vont se dire, tiens, ces personnes-là vont venir en aide, je vais les appeler. Ben, Donc, d'un point de vue de la communication, sur ce point-là, un des moyens d'accrocher l'attention, c'est effectivement de bien connaître les gens dont on est en train de parler et de leur décrire, de leur faire entendre les questions qui se posent et qui sont dans leur tête, qui sont là et qui les taraudent ou bien qui surgissent. Et nous, notre objectif, c'est ça, c'est de mettre ces questions-là en avant et de leur permettre finalement de s'identifier à la question, pas au métier qu'on fait. Après, dans un second temps, il y a de la pédagogie qui se fait. Enfin, nous, sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'on fait, et Dominique Thierry aussi, d'ailleurs, c'est ce qu'on fait à notre mesure. Il y a vraiment cette matrice toujours systématique de questions qui sont des questions qui les appellent. Et ensuite, une explication sur comment est-ce qu'on peut mobiliser des ressources, qu'elles soient internes ou externes, en ayant une conversation avec un coach qui est en capacité à faire émerger un plan d'action autour de la problématique. Enfin, pas à faire émerger, il ne fait pas émerger, mais enfin, disons, à permettre l'émergence d'un plan d'action personnel éventuellement. Donc, c'est une bonne question et c'est de la stratégie de communication, mais ça, on pourra, pour le coup, on pourra en parler à la fin, comme ça Thierry peut… Mais juste aussi, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, là où on est, que ce soit sur LinkedIn, sur Twitter, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même cette fenêtre-là qui permet d'avoir un effet de cascade, on essaie d'aborder les questions qui sont celles que les aidants se posent et qui pourraient être résolues s'ils nous appelaient. Voilà. Mais on essaie de les décliner aussi un peu fortement. Mais une fois de plus, j'insiste, si demain on avait la possibilité d'avoir un média qui s'intéresse au sujet, il faut juste comprendre qu'actuellement, les médias, ils sont surchargés. Ils ont je pensais à l'émission d'Europe l'après-midi, qui s'appelle, je ne sais pas quoi, vous vous sentez bien ou quelque chose comme ça. Qui est très sexy, enfin, vous voyez celle que je veux dire. Voilà, mais je comprends très bien. Après, il faut y être accepté, il faut qu'ils acceptent d'eux. Enfin, vous voyez, c'est compliqué. Mais c'est vrai que si demain on avait la possibilité, ça permettrait aussi de pouvoir faire émerger le sujet. Et il y a de toute façon aussi l'action de l'EMCC. Donc vous êtes, pour certains, vous avez utilisé le canal de l'EMCC pour pouvoir, le canal de communication. Vous avez été informé par l'EMCC. C'est clairement aussi une des dimensions de valorisation du coaching.
Merci beaucoup. Merci à vous. J'avais une question sur les... Pardon. J'avais une question sur les EHPAD. Je pense que les personnels d'EHPAD ne sont pas dans le scope des aidants et à la fois, ce sont des personnes en grande souffrance aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un dispositif spécial pour les personnes qui gèrent des EHPAD notamment? Oui, le coaching solidaire de 4-4 de l'EMCC. Voilà, exactement. Okay. C'est en tout cas le relais le plus structuré, le plus identifié, le plus qualiteux qu'il peut y avoir pour le coaching aujourd'hui pour les aidants, là, qui va avoir une vraie visibilité, quoi. Et effectivement, c'est bien parce qu'ils vont pouvoir traiter un volume de demandes grâce à leur structuration. Donc, c'est pareil, on va essayer de faire tout ce qu'on peut pour que le coaching prenne sa place aussi aux côtés des professionnels. Alors, pas nous spécifiquement, mais nous, coachs, quoi. On va continuer à œuvrer pour ça. Ils bossent là-dessus, ils bossent sérieusement, hein. Ils sont à fond et ils ont plein de demandes déjà. Alors, moi, j'ai une question par rapport à ça. Est-ce que la plateforme Boost est à même de recueillir les appels des aidants proches, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas des professionnels de l'aide? Parce qu'on imagine bien que les soignants, les infirmiers, les aides-soignants, tout ça, c'est 4-4. On les aiguille vers 4-4. Par contre, qu'en est-il des gens qui sont des aidants, mais des aidants professionnels? Est-ce qu'on les aiguille aussi vers 4-4 ou est-ce qu'on peut prendre ces appels-là? Tu veux dire des gens qui sont aidants et au travail en ce moment? Des gens dont la profession est d'aider, donc des gens, des assistants à domicile, des gens des qui aides à faire la domicile. toilette. Oui. Des aides à domicile. C'est le spectre de 4-4. D'accord. A priori, c'est plutôt 4-4. Ah oui, c'est sûr, je vous le confirme, c'est 4-4. Oui. Non, le a priori, en fait mon a priori, c'est que après, très bien, c'est 4-4. Après, il faut aussi être en capacité à dire c'est peut-être 4-4, mais si la demande est urgente, que la personne dit ça fait trois numéros de téléphone que je fais, parce qu'il y a quand même des numéros, peut-être à un moment donné, on peut faire une entorse à la règle, parce que tout simplement, ils n'ont pas non plus le temps. Hein. C'est des gens qui, sur le terrain, sont très occupés. Voilà, c'est juste, c'est le bémol que je mettais. Mais c'est vrai que spontanément, le public naturel de la plateforme 4-4, c'est ce type de public-là. Donc, c'est à la fois les professionnels de santé et les professionnels de ce qu'on appelle le socio-sanitaire, donc les aides à domicile. Je vais me permettre de mettre un petit bémol à ton bémol. Je vais mettre un bémol au bémol. Je crois que l'individu en situation d'urgence, on ne va pas le laisser tomber. Ça ne veut pas dire qu'on va pouvoir faire du coaching avec lui. Et ça, voilà. Après, en état d'urgence, on est tous d'accord sur le fait qu'on est là pour accueillir et que si on doit les aider à se rediriger vers quelqu'un, que ce soit un psy ou quelqu'un qui va être plus à même de traiter cette urgence-là, on fait une partie du boulot de l'écoute active. Donc, évidemment, s'il y a un professionnel qui appelle, qui est en grande détresse et qui annonce un tableau comme celui que Thierry vient d'ouvrir, on ne va pas lui dire « Ah ben non, c'est 4-4 » et puis on lui raccroche au nez. On est tous d'accord qu'on va l'accueillir, mais effectivement, c'est quand même pas nous qui sommes les dépositaires de ça. Nous, on est là pour les aidants et c'est pas du tout que c'est imperméable, mais c'est que on va essayer de traiter chacun nos sujets et on est de toute façon en relation pour parler ensemble s'il y a des choses qui nous arrivent comme celle-là, par exemple. Donc, s'il y a des choses qui arrivent comme celle-là, et ben, le cas d'exception, il suffit d'en parler parce qu'on est tous des adultes intelligents et que le MCC, ce sont des adultes intelligents. Voilà, si ça devait arriver, ça pourrait arriver, mais franchement, moi, je pense franchement, sincèrement qu'on est en capacité à accueillir et puis à renvoyer vers les personnes qui sont au contrôle de 4-4, quoi. Voilà, c'était mon petit bémol. J'avais une question, s'il vous plaît. Vous avez dit tout à l'heure, par rapport à cette étude que vous aviez faite en posant la question de quoi avez-vous besoin en tant qu'aidant dans votre situation d'aidant, 40% répondent rien du tout. Et les 60%
Que répondent-ils? Enfin, quelles sont les grandes thématiques qu'ils abordent? Les grandes thématiques, alors vous avez 4 grandes thématiques en fait. Vous avez des gens qui ont besoin de répit, voilà, qui vous disent moi j'ai besoin de pouvoir souffler. Alors ça se traduit par exemple dans le cadre du travail par la volonté de pouvoir avoir des horaires aménagés ou de pouvoir confier son proche dans ce qu'on appelle c'est le relayage, le baluchonnage. Dont vous avez sans doute entendu parler. Ça, c'est le premier truc, c'est le répit. Le deuxième besoin, je le cite, c'est celui de la reconnaissance. Vous avez une fraction finalement très minime de gens qui vous disent « j'ai envie d'être reconnu par les pouvoirs publics », plus importante des gens qui vous disent « j'aimerais être reconnu par les professionnels de santé ». Après, la troisième demande, c'est derrière de pouvoir disposer de ressources, c'est-à-dire des ressources à la fois financières ou des ressources en termes de transfert de savoir. C'est-à-dire des gens qui ne savent pas et qui, de ce fait, parce qu'ils ne savent pas mais veulent, sont possiblement des gens qui sont en situation de maltraitance vis-à-vis de leurs proches. Et enfin, le dernier besoin, c'est plutôt celui d'être dans une espèce, alors nous on avait appelé la réassurance, mais on peut appeler ça même le renforcement, c'est-à-dire d'être sûr qu'on fait bien et que derrière, il y a un tiers qui puisse dire qu'ils font bien. Donc s'assurer que quand ils font une toilette ou quand ils permettent à une personne âgée de se lever, ils le font bien. Donc c'est pouvoir avoir cette espèce de, on va dire, de stroke dans le fait que ce qu'ils font, ils le font bien. Voilà. Globalement, c'est à peu près ça. Merci. Donc, ça veut dire qu'on va toucher les problématiques de culpabilité et de solitude. Je pense que c'est culpabilité, solitude, et c'est l'idée aussi qu'il n'y a pas d'issue. Moi, je l'avais partagé avec quelques-uns dans le réseau. Moi, j'ai eu un appel de quelqu'un qui était le conjoint d'une dame atteinte de la maladie d'Alzheimer, qui m'a appelé, et ses premières paroles ont été de me dire « Je vous appelle parce que j'ai envie de me suicider. » Sympatoche. C'est sympathique. Bon, et en fait, en questionnant sa demande, je me suis aperçu, et il s'est aperçu, c'est surtout lui qui s'est aperçu, qu'en fait, il était dans une situation où l'idée suicidaire était pour lui une bulle d'oxygène dans un environnement qui était un environnement clos. C'est-à-dire que comme il n'avait plus de contact avec le réel, et comme derrière, il était dans une situation où il ne pouvait pas sortir de chez lui, c'était compliqué, il était dans une situation compliquée, l'idée du suicide était en tant que telle une bulle. Voilà. Et donc, en fait, pour lui, c'était une action confort qui lui permettait d'accepter la situation. Ça paraît tout à fait étonnant. Et donc, on a travaillé avec lui. Voilà, je racontais ça, je vais jusqu'au bout du truc, mais en fait, dans son action principale, c'est un cahier dans lequel, à chaque fois qu'il a une espèce de, on pourrait appeler ça une bouffée suicidaire, il va consigner dans le cahier le fait qu'il en a une et éventuellement imaginer la façon dont il mettrait fin à ses jours. Et il me dit, c'est formidable parce que finalement, si le confinement dure un peu, je vais pouvoir écrire un livre. Vous voyez, mais ça, c'est une situation, elle n'est pas réplicable ailleurs. Hein. Enfin, voilà, mais c'est pour vous dire, en fait, le confinement, alors on le vit tous, les uns et les autres, mais globalement, quand on n'a pas une responsabilité d'un tiers, bon, c'est un peu long, c'est un peu compliqué, ça peut être psychologiquement usant, mais globalement, la responsabilité n'ajoute pas au fait que c'est sans issue, quoi. Voilà, il n'y a pas d'issue possible. Mais quand on a quelqu'un justement qui propose de se suicider, on le renvoie immédiatement aux cellules de psychologie. Mais comme je disais ça l'autre jour à Benoît, il a dit quelque chose de tellement sain qui m'a fait rire et qui m'a fait me sentir mal parce que je me suis dit, dis donc bonjour la coach. Il a dit d'abord on l'écoute. Oui, effectivement. Mais après l'avoir écouté… Oui, après avoir écouté, là, moi, je me suis retrouvé face à quelqu'un qui n'avait pas envie, en fait, d'en finir. Dieu merci. Assez vite, pour tout vous dire, moi, il m'appelle et la première chose que je lui ai dit, c'est qu'est-ce qui vous en empêche? Il me dit, j'ai envie de me suicider, qu'est-ce qui vous en empêche? Et là, il a fait une rupture et il me dit, c'est pas possible. Vous voyez, ça vous fait rire, hein, mais c'est une condition un peu particulière. Mais à partir de là, il prend conscience du fait qu'il n'a pas vraiment envie de se suicider et donc là, le travail s'engage. Mais évidemment, il y a des situations qui sont beaucoup plus dramatiques. Donc, dans le cadre de situations dramatiques, évidemment, il y a des cellules psychologiques, mais qui doivent être dans les outils. Hein.
dont vous disposez, il y a un renvoi vers une cellule d'écoute psychologique. D'accord, merci. On se fait des signes avec Sylvie de savoir qui va prendre la parole, mais Sylvie, je te laisse, à tout seigneur, tout honneur. Vas-y, j'ai déjà parlé, moi, vas-y. Et moi aussi, j'ai déjà parlé. Hein. Bon, alors, moi, ma question, je rebondis sur ce que vous avez dit tout à l'heure, avec l'idée que le proche vampirise quelque part la vie de l'aidant, et quand ce proche disparaît, l'aidant, il se retrouve inutile d'un seul coup. D'un seul coup, ce qu'il occupait à 90% de sa vie, il s'en va. Et j'imagine qu'on aura beaucoup de cas comme ça à traiter. Ah, c'est possible. Mais alors, pour le coup, moi, je pense qu'il y a des cas à traiter parce que vous avez des gens qui vont être placés en institution, pas en institution, dans un environnement sanitaire parce qu'ils vont être en réanimation, etc. Et je pense que le sentiment dominant, mais ça n'est que ce que je pense, c'est que le sentiment dominant, ça sera plus l'inquiétude ou la culpabilité de ne pas pouvoir accompagner la personne, beaucoup plus que le sentiment d'inutilité qui vraisemblablement peut-être apparaîtra plus tard. Mais non, je pensais aux 1000 morts par jour, quoi. C'est à ça. Oui. Ben oui, après, voilà, là, après, le 1000 morts par jour. C'est quoi ma vie? Et j'en viens à votre suicide. Donc, voilà. c'est ça. Je vois la boucle comme ça, quoi. Mais vous regardez un peu les actualités, vous voyez que le sujet du deuil, par exemple, est en train de monter de façon tout à fait considérable. La Rungis, aujourd'hui, ils ont mis un hall de grand froid pour mettre tous les cadavres. Voilà. Mais, ouais. J'ai entendu. Moi, j'ai une question par rapport à la façon dont on peut réaiguiller les besoins, puisque sur les besoins que vous avez cités, il n'y en a strictement aucun sur lequel on peut accompagner la personne, puisque répit, on ne peut pas les faire se reposer. Reconnaissance, on ne peut pas leur apporter une reconnaissance sur un métier qu'on ne connaît pas foncièrement. Renforcement, leur dire qu'ils font bien ou pas bien. Donc, justement, là où c'est un besoin que d'avoir de l'information, du savoir ou de la reconnaissance, de savoir bien est-ce que je fais les bons gestes, vers quoi on peut les aiguiller. Est-ce qu'il y a des cellules qui permettent à des aidants d'avoir des consignes, des aides, un partage de bonnes pratiques, voire même une évaluation de la façon dont ils s'y prennent et pour les renforcer dans le fait qu'ils ne s'y prennent pas si mal que ça ou qu'il y a des choses à progresser. Alors, pour vous répondre, je vais vous répondre en deux temps. D'abord, les besoins que j'évoquais, c'était des besoins qui étaient des besoins dans le cadre d'une situation qui était une situation de temps calme. Vous voyez, donc aujourd'hui, je ne suis pas sûr que les besoins soient les mêmes. Alors après, vous avez évidemment le besoin de répit, mais après, il y a un principe de réalisme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir qu'on compose avec le fait qu'on ne peut pas se reposer. C'est-à-dire que ça, c'est un besoin qui sera un besoin qu'il va falloir pouvoir gérer. Ça, c'est le premier point. Donc, tous les besoins que j'ai évoqués là ne sont pas forcément les besoins qui vont, à mon avis, vous être soumis. En revanche, les autres besoins de type réassurance, de type formation, je prends l'exemple de France Alzheimer, c'est ça que je leur ai demandé, c'est qu'ils puissent nous lister les ressources. Ce que je sais, c'est qu'ils sont en train actuellement, parce qu'ils sont aperçus qu'il y avait quand même de plus en plus d'aidants qui prenaient en charge des patients atteints d'Alzheimer nouvellement, qui étaient donc nouvellement aidants, ils sont en train de faire toute une série, par exemple, de tutos qui permettent de dire, quand vous parlez à une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer, vous lui parlez en face à face, pas sur le côté. Le fait de pouvoir marquer les pièces, il y a multiples tutos, donc toute une série de formations. Donc ça, on l'enrichit au fur et à mesure dans les outils que vous avez pour que vous puissiez avoir le maximum de ressources pour orienter les personnes. Après, par exemple, typiquement là, sur la question des ressources, alors si je vais un peu plus loin que la ressource, parce qu'il y a la ressource financière, là-dessus on a peu de réponses, mais par exemple le fait d'avoir des gens qui sont aidants et qui sont aujourd'hui coincés chez eux, qui ne peuvent pas aller faire leurs courses, il y a un truc, c'est soit je demande à des voisins, c'est une première possibilité, soit derrière, il y a un numéro de téléphone, mais qui doit, à mon avis, figurer dans la liste, qui est le téléphone de la Croix-Rouge. Vous appelez, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, vous appelez, les gens viennent, vous amènent des courses. Voilà, il y a des choses qu'à mon avis, on peut aussi susciter en discutant avec eux, en les questionnant, et finalement en les mettant aussi dans le mouvement pour trouver des solutions. Parce que vous avez aussi, je pense, des gens qui vont se retrouver tétanisés par la situation, avec le sentiment de ne plus pouvoir avancer.
Mais si j'ai bien compris, ce qu'on peut faire nous aussi en tant que coach, c'est justement en termes de réassurance, les soutenir très fortement. Flavienne Sapali, qui est notre superviseur en coaching solidaire à l'EMCC, nous disait hier que les aidants, les professions notamment de santé, recevaient actuellement beaucoup de reconnaissance inconditionnelle de la part de tout le monde, et que ça pouvait faire extrêmement du bien sur le coup, mais après entraîner un sentiment de colère quand on va s'arrêter. Et du coup, elle disait que notre travail de coach, c'était de les soutenir de façon personnelle, en approfondissant ce travail de reconnaissance et en leur disant, par exemple, c'est vraiment bien ce que vous faites là, parce que ça dit de vous telle et telle qualité, évidemment sincère, etc. Enfin, voilà. Et je crois qu'en termes de réassurance, on peut vraiment bien bosser, nous. Oui, oui, bien sûr. Oui. Non pas sur la qualité du geste, qu'on est incapable d'évaluer. Sur l'engagement qui est le leur. Oui, je comprends. Et puis par ailleurs, je crois qu'il y a aussi à travailler sur notre impuissance et la leur. Là aussi, être à l'aise avec notre impuissance et les soutenir en disant qu'effectivement, là-dessus, on n'y peut rien. Et effectivement, il y a des situations absurdes, effectivement, il y a des situations de non-sens. Et en accueillant ça déjà pour nous et en mettant peut-être... en les aidant à mettre de la distance entre eux et leur souffrance. Oui. C'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Voilà. Et eux et leurs proches aussi. Vous savez, c'est Lévinas qui disait être proche, c'est savoir être à juste distance. C'est bon. Par les temps qui courent, c'est vrai que c'est un peu compliqué, puisque ça devient compliqué quand même de prendre de la distance avec les gens, mais il me semble que ça procède quand même de ça. Oui. Et puis alors, tiens, elle nous disait aussi qu'il y avait quelque chose de vraiment important, une distinction à faire, c'est entre la culpabilité, j'ai fait consciemment une faute ou une erreur contre l'autre, la transgression, j'ai nui à une loi fondamentale de la vie, mais parfois c'est pour le bien d'autrui, et la responsabilité, c'est là où j'ai le pouvoir d'agir, et retrouver son pouvoir d'agir, c'est voir quelle est la chose que je peux porter. Donc, c'est là-dessus que nous pouvons les aider sur leur responsabilité. Res, c'est la chose en latin qu'on peut porter. Et ça m'a touché, ça. Et puis, l'outil des 3 cercles, qu'est-ce qui dépend de moi, ce sur quoi je peux agir, ce que je dois négocier avec autrui, c'est le 2e cercle, et le 3e cercle, ce sur quoi je ne peux rien faire. Donc là aussi, peut-être les aider à mettre de la distance là-dessus. Sachant que le 3e cercle est vraisemblablement celui qui est le leur de façon forte aujourd'hui. C'est ça. Et donc, il disait, voilà, on peut travailler sur qu'est-ce qu'on... Enfin, on ne maîtrise pas tout. Et voilà, chouette. Merci. Alors Thierry, est-ce que tu dois nous quitter ou pas? S'il y a plus de... Moi, je reste jusqu'à ce qu'il y ait des questions. Voilà. D'accord. J'ai une question. Oui, j'ai une question. Vous évoquiez tout à l'heure les questions qui taraudaient les aidants et que vous alliez vous en servir comme levier de communication. Oui. Quelles sont ces questions? Alors là, il y en a, si vous voulez, il y en a plusieurs. Hein. Vous avez toutes les questions qui ont trait au fait que je me sens coincé. Tout ce qui fait que la situation actuelle fait que je me sens coincé, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les questions, mais vous les avez en plus sur le flyer, on va commencer à y travailler. Deuxième aspect. Ah, d'accord. Elles sont quelque part, elles sont écrites quelque part pour le moment. Ah oui, vous allez voir, il y a la communication juste après. On va vous évoquer la communication avec les outils. Donc les questions, c'est le fait d'être coincé, c'est à un moment donné aussi de s'interroger quant à sa mission d'aidant, en disant je fais bien, mais finalement, qu'est-ce qui se cache derrière cette question d'aidant? Je pense. Et ensuite, il y a un troisième champ qui est celui des arbitrages. Très souvent, les gens vont se retrouver face à des dilemmes. Vous voyez, c'est par exemple, je veux prendre un peu de temps pour moi, mais je n'ose pas parce que... Typiquement, voilà, 3 grandes familles, mais vous les retrouverez dans les outils. D'accord. Merci. Alors, est-ce qu'il y a encore des questions?